Donc, bonjour à tous, on va commencer immédiatement. Il est 12h30. Donc, bienvenue à ce meet-up. Ça doit être le 7e meet-up de la saison. Donc, aujourd'hui, ce meet-up sera consacré au ML Ops. À l'issue de ce meet-up, normalement, vous n'aurez plus aucun secret sur le ML Ops. On reçoit donc deux spécialistes du ML Ops qui vont donc nous faire part de leur expérience. Alors, donc, nous recevons donc Boris Garisma, qui est Artificial Intelligence Practice Lead, d'accord, à Avanade, ainsi que Paul Peton, qui est Manager Expert Analytics et Data Science à Microsoft AI et Data Platform MVP. Et je leur donne de ce pas la parole. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup, Franck. Je vais partager mon écran. Merci, Franck. Donc, bonjour à tous. On va se présenter très rapidement. Boris Garisma, je suis le practice lead du département, on pourrait appeler ça intelligence artificielle dans la Talent Community Analytics chez Avanade. J'ai fait plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des télécommunications. J'ai tout fait, depuis la 2G jusqu'à la 4G. Et en 2013, ça va faire bientôt 10 ans, j'ai décidé donc de me reconvertir dans la data, sachant que j'avais beaucoup travaillé sur des données de performance sur les réseaux. J'étais donc freelance dans la big data et dans le machine learning, et j'étais également senior data scientist chez Capgemini pendant 2 ans et quelques, avant d'avoir rejoint Avanade en 2019 pour monter from scratch la practice lead. Et voilà, c'est un petit peu mon histoire. Je la fais courte parce qu'on a beaucoup de choses à partager aujourd'hui. Donc, je passe la parole à Paul pour se présenter rapidement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je viens d'un cursus à la fois entre le data mining et les sciences politiques et je me suis retrouvé il y a quelques années à être formateur Excel et PowerPoint. Alors PowerPoint, ça sert toujours pour les présentations comme aujourd'hui. Et en tant que formateur Excel, on m'a demandé de m'occuper du big data et puis j'ai mis les doigts dedans et aujourd'hui, j'apprécie de travailler sur les sujets MLOps, en particulier avec l'équipe de Boris. Et je vais, pendant la présentation que Boris va réaliser, je vais superviser le chat. Donc, posez-moi vos questions. Moi, je réponds soit directement, rapidement dans le chat, ou je les poserai à Boris au cours de la présentation. Très bien, donc 2 mots par rapport au contexte de cette présentation. Chez nous, nous avons un catalogue de formations et parmi ces formations-là, il y a une formation qui s'appelle Réussir les projets d'intelligence artificielle et la présentation d'aujourd'hui, c'est une version plutôt condensée, comprimée de cette formation. Ça, c'est un vrai challenge. Donc, il y a forcément des choses que je ne vais pas pouvoir aborder, mais voilà, cette formation existe. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez envie d'aller plus dans les détails. La formation est par conséquent cette présentation est le résultat de la consultation de ce site web il y a quelques années. Donc, ce site web présente déjà ce qu'on appelle le MLOps. Donc, je vais très rapidement vous traduire la définition qui est ici. Si vous voulez faire du MLOps, vous êtes en train de fournir un process de développement de machine learning, d'accord, pour le design, le build et la gestion d'applications basées sur le machine learning qui soient reproductibles, testables et évolutives. Okay? Donc, ça, c'est la définition de MLOps. Ce site a attiré mon attention parce que, comme vous pouvez le voir ici, il y a donc 3 stages. Et parmi ces stages, le dernier, c'est les opérations. Et cela veut dire que MLOps n'est pas que l'Ops, ce n'est pas que la partie opération. Ce n'est pas que du MLflow, ce n'est pas que du déploiement du modèle, de la containerisation, etc. Ce n'est pas que des outils. Donc, pour réussir son MLOps, il faut aussi penser aux 2 étapes précédentes qu'on a définies ici ou qu'on a découpées par stages. Donc, vous avez un stage de design, un stage de model development et un stage opération. Alors, nous ne sommes pas ici
pour faire la description de ce site-là. Nous n'avons pas fait un copier-coller de ce qui est expliqué sur ce site qui est fort intéressant et qui fournit des liens et des sources très pertinentes et on vous le conseille. On est ici parce qu'on aimerait quand même partager avec vous la customisation qui a été effectuée sur chacun de ces stages-là, le stage design, model development et opération chez Avanade grâce aux expériences qu'on a eues sur le terrain. Et justement, en parlant d'expériences sur le terrain, je vais raconter mon histoire sur des faits réels aussi. Donc, je vais raconter l'histoire par rapport à un projet passé. J'aimerais pas que cette présentation soit considérée comme un retour d'expérience. Ça l'est pas exactement parce que nous avons enrichi la présentation avec des choses, des activités qu'on aurait dû faire durant le projet. Et ceci nous a permis de peaufiner, de corriger notre propre framework, notre customisation du framework MLOps. Et ceci nous permet également voilà, de le partager avec la communauté, donc de le partager avec vous aujourd'hui. Alors, l'histoire se passe au sein d'un service juridique, le département juridique d'un grand groupe. Au sein de ce département, il y a des juristes qui ont du mal, donc ils sont en train de vivre une vraie problématique avec le traitement des documents, ce qu'on appelle les NDA. Ce sont des accords de non-divulgation. Et ils ont donc fait appel à Avanade pour savoir si l'IA pouvait les aider. Donc, c'était une problématique qui a été exposée d'une manière un peu floue. Mais ce que je peux vous dire comme ça dans les gros lignes, ce qu'ils nous ont dit comme ça dans les gros lignes en fait, c'est qu'ils géraient plus de 150 NDA par an en anglais et en français. Il y avait des étapes dans ce process qui étaient très chronophages, qu'il y avait des allers-retours de mails, des envois d'NDA entre le département juridique et les prestataires via un ingénieur donc du groupe. Et que voilà, que c'était un peu le bazar et qu'ils avaient du mal à avoir le contrôle sur le contenu des NDA parce que le contenu, de fois, ne respectait pas le format ou le template du grand groupe. Voilà dans les gros lignes la problématique. Donc, est-ce que l'IA peut nous aider à résoudre cette problématique? Donc, nous allons commencer avec le stage design. L'objectif du stage design dans notre customisation chez Avanade est la sélection de ce qu'on appelle un quick win, c'est-à-dire de pouvoir définir et démarrer un projet qui a la plus forte probabilité de réussir. Et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Et nous allons donc effectuer ou implémenter cette étape de design en plusieurs phases, et chacune de ces phases-là possède plusieurs activités. La première, c'est le AI Project Advisory. Après avoir dit 2 mots sur l'étape d'ici en bas, sur la partie UX, les mock-ups, on va parler plus longuement sur le AI Automation Assessment. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et finalement, nous passons dans la partie estimation afin de, voilà, finalement, effectuer cette sélection de Quick Win. Commençons par la partie AI Project Advisory. Alors, la personne que vous avez ici est une consultante. Des fois, on appelle ça une consultante fonctionnelle. Chez nous, chez Avanade, nous avons des consultants en experience design. Et son profil est plutôt senior. C'est quelqu'un d'expérimenté. Et voilà, on ne commence pas avec la data science, on ne commence pas avec un data scientist. Le data scientist, le senior, il rôde un petit peu, il est dans les parages, mais ce n'est pas lui qui va animer cette partie du stage design. Donc, c'est tout ce que je vais vous expliquer ici après a été animé par la consultante en experience design. Donc, il y a 3 activités dans le AI Project Advisory. La première activité, c'est ce qu'on appelle les entretiens contextuels. C'est-à-dire que la personne va essayer donc de rendre, la consultante va essayer de livrer
ce qu'on appelle un diagramme d'expérience et une courbe émotionnelle. Donc, je vais vous illustrer ça juste après. Ensuite, il y aura l'animation d'un workshop qui est très important pour la data science, qui s'appelle le workshop de définition et d'évaluation de la valeur business, à la fin duquel il y aura une liste d'indicateurs de valeur potentiellement utilisables ou exploitables durant le projet. On ne sait pas. Et finalement, il y aura un workshop du parcours utilisateur, de comment l'utilisateur se projette dans l'utilisation d'une solution finale, imaginaire, et quelles sont les actions qu'il va donc effectuer afin de résoudre son problème avec la solution qui est proposée. Donc, si je commence avec le premier, les enquêtes contextuelles. Ce sont des entretiens tête-à-tête avec les juristes, avec les utilisateurs finaux. Durant ces entretiens, la consultante va comprendre donc le workflow actuel, comment il travaille actuellement. Il va mettre donc dans son diagramme d'expérience qui est fourni donc à la fin de la prestation, les acteurs et comment les acteurs interagissent entre eux, d'accord, en plusieurs étapes et avec plusieurs scénarios. En bas de l'expérience, du diagramme d'expérience, vous avez la courbe émotionnelle. Et comme vous pouvez le constater, la courbe émotionnelle descend à un moment donné. Il y a des étapes où la problématique elle est beaucoup plus forte, où les juristes souffrent le plus, où c'est là où ils sont vraiment pas contents. Et ceci est illustré par cette courbe. Très bien. Donc, on a pu identifier les étapes du process actuel qui posent des vrais problèmes. Donc, a priori, c'est dans cette zone-là que l'IA pourra donc aider à résoudre la problématique du métier. Très important, c'est maintenant le workshop de définition et évaluation de la valeur. Ici, on va inviter pas seulement les utilisateurs finaux, pas uniquement le métier ou les juristes, et on va également inviter des décideurs. Donc, ça peut être des gens de l'exécutif. Pourquoi? Parce que dans les discussions que l'on va avoir, il va falloir être sûr et de confirmer que les valeurs qu'on va sortir à la fin de ce workshop, ils sont bien en phase avec les objectifs stratégiques de l'entreprise aussi. Donc, durant l'animation de ce workshop, la consultante va faire participer tout le groupe et va écouter justement les propositions d'indicateurs de valeur. On va essayer de les qualifier, chacun de ces indicateurs de valeur. Il y a des critères de mesure. Est-ce que c'est mesurable? C'est quantifiable? Quelle est sa définition dans le temps aussi? Est-ce que c'est logique de travailler avec ce genre d'indicateur durant un projet? Est-ce que ça a du bon sens de suivre cet indicateur-là durant le temps de l'implémentation du projet? Quels seraient les seuils de satisfaction? Voilà, c'est un travail qui est très interactif, en fait, de post-it. Ensuite, on va essayer de les regrouper dans deux axes. Donc, vous avez l'axe importance, l'axe difficulté. On va définir des clusters et on va identifier les clusters qui présentent les indicateurs qui vont apporter le plus de valeur. Et finalement, et c'est ici la partie la plus importante, nous allons avoir une liste d'indicateurs qui sont en phase avec les objectifs de l'entreprise. Ici, c'est des objectifs en ce qui concerne la productivité, la réactivité et la qualité, donc de révision, de revue des NDA. Et tout après la description de chacun de ces indicateurs-là, vous avez aussi une idée du seuil ou de niveau d'exigence pour pouvoir dire que je suis satisfait du résultat si jamais vous atteignez tant de pourcents concernant cet indicateur-là. C'est toujours un peu flou, mais vous avez déjà effectué un scoping très important. Et cette information-là, elle va être très, très utile à la data science. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant cela, il manque une étape qui est l'étape du workshop sur le parcours utilisateur.
Donc ici, la consultante va mettre en place une espèce de maquette, ça peut être du PowerPoint ou un autre outil un peu graphique, et on va essayer de simuler le comportement de l'utilisateur par rapport à ce qu'il attend du produit, comment il interagit avec le produit. Donc, le résultat ici est une illustration d'une suite d'actions effectuées par l'utilisateur final pour résoudre sa problématique. Et vous allez voir aussi que c'est un résultat important pour la data science. Et de cette façon, voilà, on va clore la partie AI Project Advisory. Ça, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Et voilà, comme ça, je viens de finir donc la présentation de ces 3 activités au sein du Project Advisory. Je reviens à la définition de Design Stage. Et avant de vous parler sur l'AI Automation Assessment, qui est quand même le cœur aussi de la partie design, 2 mots sur l'activité UX, UI Design, Mockups, qui est marquée ici. Vous avez donc 2 activités en parallèle. Et dans cette activité-là, ce n'est plus la consultante en Experience Design qui participe. C'est plutôt ça peut être un junior ou un expert aussi en UX et UI qui vont donc construire des maquettes, des mock-ups avec un minimum d'interactions qui vont définir les layouts à partir des résultats du workshop de parcours utilisateur. Et très important aussi, petit à petit, ils vont construire un backlog utilisateur avec les différents types de fonctionnalités parce qu'il faut charger un NDA, il faut le sauvegarder, il faut peut-être faire des comparaisons. Donc voilà, comment l'utilisateur va interagir avec la solution. Donc ça, c'est une activité que je ne vais pas détailler ici, mais il se passe en parallèle par rapport à l'activité AI Automation Assessment, que je vais donc commencer à vous expliquer. Et je vais vous expliquer la notion des questions de recherche. Et c'est à ce moment-là que le data scientist entre en jeu. Et n'importe lequel, c'est un data scientist expérimenté. Il faut un senior data scientist pour effectuer cette activité d'évaluation de l'automatisation par l'IA. D'accord? Ce n'est pas l'automatisation de l'IA, c'est l'automatisation par l'IA. Donc, l'AI Project Advisory nous ont fourni des résultats. Parmi ces résultats, nous avons donc une liste d'indicateurs de valeur potentiels à utiliser pour le projet. Et grâce au parcours utilisateur, nous avons aussi une liste des actions business, des actions utilisateurs pour la résolution de la problématique. Il y a 2 questions que se posent. Une question concernant donc les actions utilisateurs, c'est parmi ces actions-là, laquelle peut être automatisable par l'IA? C'est ça la question. Pour les métriques ou pour les indicateurs de valeur, c'est quel sera donc l'indicateur de valeur que je vais utiliser pour mon projet pour faire le suivi de la valeur durant l'implémentation du projet. Donc, je ne vais pas vous lire la liste des actions qui ont été illustrées dans le workshop, dans le résultat du parcours utilisateur, mais ici, vous avez 5 actions qui concernent les comparaisons de documents. Okay? Et le data scientist, il se dit, parmi ces actions-là, laquelle est automatisable par l'IA? Donc, comme je veux aller vite, je vous donne la réponse. Et c'est l'action 4. C'est l'action 4 parce que dans l'action 4, on a bien lu qu'il y avait une espèce de calcul de similarité, voilà, qui est souhaité, une comparaison entre le template du groupe et le NDA qui a été reçu de la part du prestataire. Okay? Donc, il y a cette notion de calcul de similarité. Et le data scientist se dit, OK, on va commencer avec l'idée de automatisation de cette action par l'IA. Pour les autres actions, je constate que les actions 2 et 3
seront automatisables après l'automatisation de l'action 4, celle que j'ai sélectionnée. Pour les actions A et 5, ce sont des features, des fonctionnalités de la solution très comparables à du WorkCompare. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec de l'IA. Bien, donc on va garder ça en tête. On va garder cette action utilisateur qui va être automatisée par l'IA. Maintenant, une chose qu'il faut savoir, c'est que l'IA ne répond qu'à des questions de recherche. Et ces questions doivent être formulées de façon correcte, de façon explicite. L'IA ne connaît pas du business, l'IA ne sait pas ce que c'est un client, un fournisseur, un résultat. L'IA ne sait répondre qu'à des questions de recherche. Donc, pour aller vite, je vais donc afficher ici les différents types de questions de recherche que l'on peut se poser, mais il faut savoir que, étant donné que je connais l'action que je souhaite automatiser, qui a quelque chose à voir avec un calcul de similarité, je me rends compte que dans le résultat du workshop de définition et évaluation de la valeur, il y a des indicateurs qui parlent de réduction d'erreurs, qui parlent de risque d'oubli. Et donc, tout ça est lié à la qualité et lié au risque. Et on nous demande aussi un seuil de satisfaction qui est extrêmement élevé parce que c'est risqué. Donc, on souhaite du 100%. Et le data scientist se rend compte que c'est parmi ces indicateurs-là que je vais sélectionner l'indicateur pour l'IA, pour le suivi de la valeur. Une question de recherche de type action, ici, c'est une question de recherche qui se formule de la façon suivante. Comment je peux atteindre telle valeur ou quelles sont les meilleures stratégies pour améliorer telle valeur. D'accord? Donc, ce sont des types de questions qui se différencient beaucoup des autres types de questions de recherche que je ne vais pas expliquer ici. Pour que vous puissiez comprendre ce que je vais expliquer après, il vous faut quand même avoir un aperçu, un extrait d'un NDA. À quoi ressemble un NDA à l'intérieur? Donc, un NDA est composé par des gros articles et parmi des articles, il y a des sous-titres. Et dans les sous-titres, il y a un ensemble de phrases. Voilà, il y a des phrases qui sont séparées par un point dans un paragraphe ou des fois, vous avez des paragraphes qui sont composés d'une seule et unique phrase. Tout cela pour vous dire que dans la tête du data scientist, il s'est dit, OK, c'est un calcul de similarité, mais une similarité entre quoi? C'est une similarité entre documents, entre des mots, ou des phrases. Donc, ça, c'est des questions qu'il faut poser au métier, d'où justement l'extrait que je vous ai montré. À ce moment-là, le métier dit que c'est beaucoup plus pertinent de faire des calculs de similarité au niveau phrase, au niveau de la granularité phrase. Le data scientist se rend compte également qu'il va falloir donner du contexte à ces phrases-là. Donc, on est dans le jargon juridique. Donc, déjà, dans sa tête, il s'est dit, ah tiens, pourquoi pas un word embeddings ou quelque chose de ce type-là. Et il réfléchit aussi, il s'est dit, ah tiens, pourquoi pas faire des comparaisons de phrases plutôt de les rapprocher par topic et faire le calcul de similarité des phrases qui se ressemblent déjà le plus. D'un autre côté, il a demandé des explications au métier concernant les risques. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc de risque sur les oublis? Et le métier est revenu en expliquant qu'aucune phrase supplémentaire doit passer inaperçue. Qu'est-ce que c'est une phrase supplémentaire? Une phrase supplémentaire, c'est une phrase qui se trouve dans le NDA qui a été reçu et qui ne se trouve pas du tout dans le template du NDA du groupe. OK? Ça, c'est une phrase supplémentaire. Et là, ils étaient clairs. Aucune phrase supplémentaire devrait passer inaperçue. Bien. Restons dans la tête du data scientist. Il s'est dit, OK, je travaille par phrase. Je vais peut-être mettre en place un classifieur de phrases
il va me classifier la phrase par différents types de topics ou des classes. Parmi ces classes-là, il y a une phrase du template qui ressemble à cette phrase-là. Donc, je fais un calcul de similarité à ce moment-là et je renvoie donc à l'outil la phrase la plus similaire de la phrase 1. Et ça doit être affiché donc de manière correcte sur l'interface. D'un autre côté, pour traiter les risques et traiter donc les phrases supplémentaires, je vais faire donc toujours une classification dans une classe qui s'appelle supplémentaire et l'outil doit renvoyer en fait le résultat, mais juste avec la phrase en question qui est surlignée, qui est highlighted en jaune. C'est ce qui était demandé par l'utilisateur. Donc voilà les grosses lignes, voilà ce qu'il y a dans la tête du data scientist. Et nous arrivons donc enfin à la question de recherche. Quelle est la question de recherche? La question à laquelle l'IA doit répondre. Est-ce que la combinaison d'un classifieur de phrases et d'une fonction de calcul de similarité de phrases pourrait atteindre 95% de retour correct de similarité et 100% de détection de phrases supplémentaires, et ce pour tous les types d'NDA, que ce soit en anglais et en français. Donc, ceci est une question de recherche. Et à partir de là, on peut poser des questions, parce que là, c'est la négociation qui commence avec le métier, en disant, est-ce que vous pouvez tolérer donc un retour incorrect des phrases similaires 5% du temps? Est-ce que vous pouvez tolérer au moins une phrase par document? Est-ce que vous pouvez tolérer une phrase supplémentaire qui passerait inaperçue par document? OK? Et le message, en fait, que j'aimerais livrer aussi avec ce slide, c'est que vous pouvez changer le scope. Vous pouvez changer des choses dans cette question de recherche et vous allez en générer d'autres. Vous êtes dans la capacité de générer plusieurs questions de recherche. Donc, déjà, c'est plusieurs projets potentiels qui vont répondre à la même problématique. Et ça, c'est essentiel. C'est important à tenir en compte. Très bien. Eh bien, devinez quoi? Mais c'est maintenant qu'on va commencer à regarder les données. OK? Et c'est maintenant qu'on va essayer de se poser des questions sur la donnée, sur comment je vais la collecter, voilà son volume, etc. Et dans cette partie-là, l'objectif, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre trois composants qui sont importants, ce qui est la donnée, les algorithmes et l'infrastructure. Donc, comment je vais établir cet équilibre-là? Ça commence déjà par un point d'équilibre entre les données et les algorithmes. Donc, on va commencer à se poser des questions sur la donnée, sur son accès, la collection, la qualité, le format, la confidentialité. Et il y a également des questions à se poser sur les types d'algorithmes que je vais donc appliquer et tout ce que cela implique. Chez Avanade, nous avons un formulaire, ce que j'appelle un formulaire flexible de calcul de complexité. Dans ce formulaire-là, il y a une liste de questions. Toutes les questions ne sont pas applicables à votre projet et il est flexible parce qu'on peut éliminer des questions, on peut rajouter des questions, mais le plus important, c'est de pouvoir mettre en place un score qui permet d'obtenir une idée de mesure de complexité par rapport à ce domaine-là de la data. On remplit ce formulaire avec le owner de la data de l'entreprise. Ça peut être quelqu'un du métier, quelqu'un du DSI. On peut faire participer un data engineer aussi pour reformuler de nouvelles questions. Et le data scientist peut se poser lui-même des questions et puis voilà, donner sa réponse et marquer son score. La même chose pour les algorithmes. Donc, est-ce qu'il faut faire un pre-training d'un modèle déjà pré-entraîné, un further pre-training? La préparation de données, comment ça va se passer? Est-ce que les données sont labellisées déjà? Est-ce que j'ai un ensemble d'entraînement, un ensemble de tests? Le fine-tuning, quel package je vais utiliser, les frameworks? Donc, voilà, si
il est possible d'avoir la disponibilité d'un junior et de pouvoir se challenger et remplir ce formulaire flexible, bah, tant mieux. Et ne pas oublier de faire un check parce qu'il y a des nouvelles questions qu'on se pose sur les algorithmes qui vont demander de nouvelles questions au niveau de la data. Il y a des questions de data qui vont changer le scope de la question au niveau algorithme. Donc ça, c'est un check qu'il faut faire. Donc moi, j'appelle ça un premier point d'équilibre. Ça se passe uniquement entre les données et les algorithmes. Une fois qu'on a fini ce premier point d'équilibre, il y a des noms, des solutions techniques qui commencent à ressurgir. On a du SharePoint pour le stock actuel, on peut faire de la data science sur Azure Machine Learning, sur du Databricks, et en allant un petit peu plus en détail concernant donc notre use case ici, on sait qu'il existe par exemple des modèles pré-entraînés dans le juridique en anglais, ça n'existe pas en français, et on n'a pas des données labellisées, donc il va falloir demander au métier de labelliser les données, qu'est-ce qu'on va utiliser, voilà, il faut mettre en place un human in the loop pour pouvoir effectuer cette annotation. On a à peu près une idée du nombre de classes qu'on va avoir pour le classifieur. Voilà, il y a beaucoup de choses qui commencent à se passer dans la tête, mais c'est déjà cadré. On a déjà répondu à pas mal de questions, on a fait des calculs de complexité. Le plus important de ce travail-là, c'est qu'il va falloir, voilà, imposer ça, entre guillemets, à l'infrastructure, donc au futur architecture qu'on va donc mettre en place. Et étant donné voilà, qu'on respecte des principes MLOps, on sait qu'il existe un MLOps stack qui est composé par ces modules-là, et il va falloir aussi remplir un petit peu ce formulaire avec les technos, avec les prérequis, et en mentionnant voilà, explicitement quelles seraient les technologies que l'on va utiliser. Mais l'architecture, elle est parfaite encore. Okay? Donc, on vient d'effectuer cet assessment qui est un point d'équilibre entre la data et les algorithmes. Et ensuite, le résultat, il faut que ça se projette sur l'infra. Et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'infra qui dicte ce qu'on doit, sur quels outils on doit travailler au niveau de la data science. Et finalement, voilà, on obtient, grâce au calcul de complexité, on peut se donner une idée de niveau de complexité du projet du point de vue de l'IA. Donc ici, ce n'est pas milestone dans le sens go, no go, okay? Parce que nous avons posé des questions de manière globale. On a touché à tous les aspects de ce projet-là. Après, on pourra justement essayer de scoper autrement notre projet. Mais ça donne déjà une bonne idée de la complexité. Et nous passons donc à l'étape Estimate. Dans l'étape Estimate, nous allons faire appel à ce qu'on appelle chez nous un Solution Architect. Le Solution Architect, il va donc prendre les inputs des équipes UI, UX qui est en train de développer donc les maquettes de l'interface utilisateur. Il prend les inputs donc, de la data science avec l'évaluation de l'automatisation de l'IA, avec le formulaire. Et puis, ensemble, on va générer une première architecture technique. Donc, un petit peu plus en détail, on met explicitement donc, les noms des technologies. On essaie d'identifier donc, les grandes étapes de ce process, la notation, le stockage, le human in the loop, l'apprentissage de l'algo, son déploiement, sa consommation, quel techno on va utiliser donc, pour les interfaces utilisateurs, quel service, ici par exemple, c'est un service de détection de langue, etc. Donc, c'est une première ébauche que l'on sort. Ici, elle est déjà un petit peu avancée quand même. Donc, ça sert à quoi, en fait? C'est que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs questions de recherche qui sont générées. Okay? Et chacune de ces questions de recherche couvre donc un contexte particulier, donc elle a sa complexité aussi. L'équipe UI/UX ont sorti plusieurs mock-ups également.
qui sont plus ou moins complexes, plus ou moins riches, qui prennent plus ou moins du temps aussi. Et nous allons donc pouvoir effectuer des combinaisons entre ces deux mondes-là. Si vous accompagnez quelques combinaisons de questions de recherche avec les mock-ups, vous les accompagnez d'un user backlog qui est updaté, d'un functional architecture une architecture fonctionnelle qui peut être optionnel ou pas, mais pour moi, il est très important parce que ça doit être bien reflété ici au niveau technique. On peut donc proposer plusieurs projets. D'accord? Et pour chacun de ces projets, on est en capacité de réfléchir et d'estimer l'effort, le staffing, la pyramide, le planning et donc les coûts. Et finalement, en exposant les avantages et les inconvénients de chacun de ces projets, on fait la sélection des quick wins. Donc, on fait une liste des quick wins, ce qu'on considère être un quick win. Donc, des projets dans une position avantageuse de réussir. Et après, avec le client, on décide selon le budget, les prérequis, la disponibilité des personnes, voilà, tout ce qui rentre dans un contexte de préparation de projet normal, on fait la sélection donc, de ce quick win. Donc, je finis avec l'étape design dont l'objectif était la sélection de ce quick win. Je passe rapidement au prochain stage. Et le prochain stage, c'est le stage qu'on appelle le model development. Ici, vous avez un slide qui vous présente plusieurs rôles. Donc, nous avons un technical lead, nous avons un binôme qui va travailler sur le front-end. Donc, ce sont des software engineers, des spécialistes en web dev, etc. Vous avez un binôme de data scientist, vous avez un Scrum Master. Donc, il y a un projet qui va commencer. Le message de ce slide et ce de Sandbox Environment, c'est de dire que ces équipes-là vont travailler en silo pour l'instant. Dans cette étape, ils vont travailler en silo. Nous commençons avec une architecture qui est révisée, donc une architecture existante fonctionnelle, une architecture technique existante. On va la réviser et basée sur cette architecture-là, on va lancer donc les activités. Je vais commencer à expliquer une partie importante du projet et je pense qu'elle est centrale parce qu'on est dans la mesure de la valeur et du suivi de la valeur. Mais avant de commencer, 2 mots sur l'activité qui se passe en bas là. Donc ici, c'est les front-end, les développeurs front-end qui travaillent, voilà, dans un contexte agile aussi, hein, vont travailler avec des sprints. Ils vont faire le développement de l'interface utilisateur avec tous les features qui ont été donc planifiés selon le backlog, parce que rappelez-vous, il y avait un backlog généré. Et on travaille pour l'instant avec des résultats de l'IA qui sont complètement statiques. Voilà, c'est quelque chose de dummy qui ne vaut rien. C'est juste pour des fins d'affichage et d'expérience utilisateur qui vont travailler. Donc, voilà, l'utilisateur ne va pas émettre des opinions sur la qualité du contenu. C'est juste de son expérience globale, de son interaction avec le produit. Donc, je vais me focaliser sur le Value Tracking Tool. Il est 13h13. Je ne sais pas si j'aurai du temps pour le ML Pipeline Analysis, qui est malgré tout juste une parenthèse. D'accord, elle n'est pas obligatoire. Donc, la Value Tracking Tool, qu'est-ce que c'est? Nous, on appelle ça la VTT. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des projets qui font du fail, mais ils font du fail fast. Et les gens sont plutôt, comment dire, ils sont fiers d'avoir fait un fail fast. Quand je leur demande, mais à quel moment vous avez fait un fail fast? Oh, on a dépassé le planning, voilà, c'était pas possible, le modèle, voilà, il n'était pas assez précis. Je dis, mais quel est l'argument quantitatif? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes dit, on fait un fail fast? Et je vous dis, la plupart des gens ne savent pas l'expliquer. Donc, le Value Tracking Tool sert à ça, sert justement à vous dire à quel moment je vais faire mon fail fast ou si je continue mon projet. Et elle est utilisée lors de l'évaluation de votre modèle. La Value Tracking Tool met en relation une métrique business
Donc, les indicateurs de valeur qui ont été définis voilà, lors du workshop et dont le data scientist a dit non, il me faut un indicateur de valeur lié à la qualité, au risque et à la similarité, tout ça, et la métrique technique que je vais utiliser, donc la performance du modèle IA. Et pas une seule performance, ça peut être une combinaison des indicateurs de performance aussi. Et bien sûr, n'oubliez pas le seuil. Il y a la définition d'un seuil à partir duquel on dit qu'il y a de la valeur. La Value Tracking Tool, comme je vous ai dit, est utilisée lors de l'évaluation du modèle. Lorsqu'on parle d'évaluation du modèle, on travaille avec des données de test. C'est-à-dire qu'il faut connaître par cœur, explicitement, vous devez tout connaître de vos données de test. D'accord? La particularité dans ce projet, c'est qu'il n'y avait pas de labellisation dans les données. Donc, il fallait se concentrer dans la définition d'un ensemble de données de test qui n'allaient jamais bouger et pouvoir construire un données de test qui soit diversifié avec une bonne distribution entre les différentes classes des topics au sein d'un NDA. Donc ici, vous avez un petit exemple. Voilà, on s'est dit qu'on allait donc définir des données de test sur 8 NDA en français, 8 NDA en anglais, ce qui nous fait 376 phrases à annoter à la main. Donc, il a fallu annoter à la main avec le métier, avec un fichier Excel, toutes les classes, tous les 376 phrases sur ces 8 documents en anglais et en français. Okay? Ensuite, tout ce qui est le données de training, on allait mettre ça en place avec une data pipeline en faisant le human in the loop. Donc, on allait mettre à la disposition du métier un outil d'annotation durant lesquels ils allaient faire des annotations durant tant de semaines. Et à la fin de chaque semaine, on allait donc lancer l'apprentissage de l'algorithme. Mais à l'instant, ici, elle est inexistante. Elle n'existe pas là. Revenons à la question de recherche. Dans la question de recherche, vous vous rappelez bien qu'on s'était dit, voilà, est-ce que vous pouvez tolérer un mauvais retour de similarité 5% du temps? Est-ce que vous pouvez tolérer une phrase supplémentaire qui passe inaperçue par NDA? Okay. Cela, il va falloir maintenant l'expliquer numériquement. Déjà, si je considère que mon classifieur possède un certain niveau de performance, ici c'est la moyenne des précisions de tous mes labels qui est de 95%, et si je considère que ma fonction de calcul de similarité qui est binaire, c'est similaire, c'est pas si similaire, c'est tout, possède aussi une accuracy de 95%, quand je multiplie les deux, parce que les deux se passent séquentiellement, il y en a une qui est dépendante de l'autre, j'ai quand même une probabilité en renvoyer un bon retour de 91,2%. Donc, c'est quelque chose à négocier. Est-ce que vous acceptez, voilà, si vous pouvez tolérer des similarités erronées à 8,8% du temps. En ce qui concerne la phrase supplémentaire qui passe inaperçue, ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'on réduise au maximum les faux négatifs. Réduire un faux négatif signifie qu'on doit augmenter ce qu'on appelle le rappel, d'accord, pour la classe supplémentaire. Et nous avons fait le calcul parce que, rappelez-vous, on connaît parfaitement nos données de test, d'accord, on sait les expliquer, on a fait des calculs, des stats, et ça équivaut donc à faire du 75%. C'est-à-dire, c'est 8 phrases sur 24, parce qu'il y avait 32 phrases supplémentaires sur les données de test. Et voici donc à quoi va ressembler les différentes versions de Value Tracking Tool pour notre projet. Donc, vous avez un axe qui va vous dire à partir de quand je considère que mes retours au niveau similarité sont bons, sont acceptables. Et vous avez ici un axe qui est l'axe de rappel, à partir de 75%, le seuil à partir duquel je considère que le risque, le fait d'accepter que des phrases supplémentaires passent inaperçues, soit accepté.
Et c'est ici le sweet spot qu'on appelle ça. Et nous espérons, au fur et à mesure, de façon itérative, qu'on apprend le modèle et qu'on l'évalue, nous espérons pouvoir, à un moment donné, arriver à ce sweet spot-là. Mais il y a une autre façon de faire, parce que ça a ses inconvénients. On ne sait pas si on va assez vite ou pas, ou si on est capable d'arriver rapidement à ce sweet spot-là. Je peux également dire, bon, voilà, j'ai mon rappel de la classe supplémentaire, 75%, vous vous rappelez ici, et le sim rate qui est à 91,2. Je peux dire que, voilà, la partie risque est plus importante, je mets un poids plus important que le sim rate. Je fais faire une moyenne pondérée. Je définis une seule métrique technique. Je peux prendre l'exponentielle de cette métrique technique aussi, d'accord, pour finalement définir mon seuil. Il suffit de remplacer mes 75 et mes 91,2. J'ai mon seuil et en espérant voir si je peux monter rapidement ou pas. Si vous voyez durant le projet que ça va trop lentement, que ça ne monte pas assez vite, eh ben c'est à ce moment-là qu'on fait les appels au fail fast. Okay. Et je pense, Paul, que je n'aurai pas le temps de parler de Mail Pipeline, il est 13h21. Je vais te laisser la parole pour la suite. Sur la partie opération. Alors, je peux prendre le partage si on me donne le host. Je viens de quitter le partage. Jacqueline, il faut que tu donnes le host à Paul. Merci pour ta partie, Boris. C'était très... Merci à vous. Oui.